Bonjour, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'était un grand plaisir d'avoir l'honneur d'animer le débat qui s'appelle La gauche au pouvoir à hier. Pour moi, comme une femme polonaise, c'est une occasion très motivée parce qu'aujourd'hui, en fait, la fête nationale, en fait, en Pologne, c'est la fête des constitutions de 1791. Et pour discuter ici la question des révolutions, la question de la liberté, d'avoir la possibilité de discuter l'état de la gauche européenne, c'est un privilège parce que naturellement dans le pays comme la Pologne maintenant, on a la situation très difficile. Alors merci beaucoup pour cette occasion. Après le mot de Massimo D'Alema, après le mot de Massimo D'Alema, je pense qu'on nous reste trois questions qui sont apparemment très simples et très compliquées. Premièrement, c'est ce que ça veut dire la gauche au pouvoir. Massimo D'Alema a parlé sur les contextes politiques, fragmentation politique, polarisation et aussi la complexité de la situation politique après le débat de mondialisation, après le débat sur la crise économique. Deuxièmement, nous avons la question, la gauche au pouvoir, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que le gouvernement maintenant est la plateforme pour faire, comme Alain Berquignou a dit, transformation sociale, transformation économique, où nous avons bien beaucoup de limitations. Nous avons parlé sur les conflits de distribution, nous avons parlé sur le changement du monde du travail. Alors, c'est ce que ça veut dire pour l'alliance que nous avons eue avant comme la gauche. Nous avons parlé sur ça dans la première table ronde. Et je pense pour cette panel, ce sera aussi très intéressant de parler sur les questions de contexte en la gauche, parce que maintenant, gauche est plus compliqué que seulement le social-démocrate. Pour ça, il y a trois personnes excellentes qui vont donner, je pense, un petit peu des réflexions sur les questions au niveau national, mais aussi bien Massimo D'Alema nous a demandé de parler sur l'Europe. Et ça, c'est un point juste parce que les social-démocrates sont naturellement le mouvement pro-européen. Et ça, c'est difficile à ce moment-là d'être pour l'Europe sociale avec toutes les limitations qui sont là. On va commencer en fait avec professeur Marc Lazare, qui est le professeur de Sciences Po ici à Paris, avec qui j'ai eu le débat à Bruxelles il y a, je pense, 3 mois sur l'avenir de gauche. Nous avons donné la critique de la gauche maintenant, mais nous n'avons pas donné les réponses qu'est-ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, il va adresser les questions qu'est-ce qu'on va faire dans le contexte de la gauche italienne, mais aussi dans la gauche européenne. Alors, le temps c'est pour vous, s'il vous plaît. Merci, merci Ania. Oui, on m'a demandé de parler du cas italien et je crois qu'effectivement c'est un cas parmi les plus intéressants à tous les sens de cet adjectif qui se pose aujourd'hui à la gauche en Europe. Il faut faire attention évidemment à tous les processus d'instrumentalisation qu'il peut y avoir du cas italien, notamment en France. Une partie de la gauche refuse absolument ce qui serait constitué comme le modèle Renzi, comme une sorte de repoussoir. D'autres, au contraire, à gauche s'en inspirent beaucoup. Et puis la droite, évidemment, explique que Matteo Renzi, c'est tout à fait intéressant par opposition à ce qui serait l'immobilisme de la gauche en France. Alors, je crois qu'il faut déminer cela et d'abord de rappeler 3 choses très importantes, notamment au public français que vous êtes. D'abord, la première chose, c'est que le Parti démocrate en Italie, ce qu'on appelle le PD en italien, c'est un parti qui est du centre-gauche. Et j'insiste beaucoup, quand bien même Matteo Renzi a fait rentrer son parti dans le Parti socialiste européen, le Parti démocrate qui vient de manière assez lointaine maintenant, plus d'une dizaine d'années, à la fois des héritiers de la démocratie chrétienne et des anciens communistes entre autres, c'est un parti qui s'est situé toujours au centre-gauche. Je me rappelle des déclarations de Piero Fassino qui à l'époque était le secrétaire des démocrates de gauche, donc une des composantes du PD, qui expliquait aujourd'hui le clivage gauche-droite est dépassé, il faut aller vers autre chose, il faut donc créer un parti démocrate. Et il ajoutait d'ailleurs notre expérience italienne pourrait intéresser l'ensemble des formations de la gauche européenne. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que Matteo Renzi est à la fois le secrétaire
du Parti démocrate et en même temps le chef du gouvernement. Et la troisième chose qu'il faut rappeler en introduction, c'est qu'il est dans un gouvernement depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qui est un gouvernement constitué du Parti démocrate et de 5 autres petites formations. Mais ce n'est pas un choix délibéré, c'est le résultat d'alliances contraintes du fait du résultat des élections de 2013 où il n'y avait pas eu de majorité. Et donc on a eu le gouvernement d'Enrico Letta, qui était membre du Parti démocrate, puis celui de Matteo Renzi. Alors pourquoi cet intérêt qui, depuis 2 ans, s'est manifesté à l'égard de l'expérience de Matteo Renzi et de son gouvernement et de son parti? Je pense qu'on peut distinguer deux choses. D'une part, le type de politique qui est mise en place et d'autre part, la méthode de gouvernement. Et donc la grande question, comment fait-on pour réformer? Alors sur la question des contenus, c'est vrai que depuis 2 ans, il y a eu une série de chantiers ouverts par Matteo Renzi avec une grande vitesse et qui sont très nombreux, au-delà de la dotation de 80 € pour les plus bas salaires juste avant les élections européennes. Je vous rappelle qu'il gagne les élections européennes avec 40% des suffrages. Il y a des réformes plus importantes qui ont été mises en place. En particulier, mais je n'ai pas le temps de la détailler ici, la fameuse réforme du marché du travail, comme on dit en italien, le Jobs Act, puisque en Italie, on aime bien utiliser des expressions anglaises, qui est une réforme qui veut assurer un système de flexibilité et de sécurité qui me semble en partie assez proche de la fameuse loi travail actuelle. Il y a une deuxième grande réforme qui est mise en chantier, qui est une réforme de l'administration publique, mais surtout, il y a 2 réformes extraordinairement importantes et qui suscitent, et ça va être très important à bien comprendre, d'intenses controverses et même des polémiques, celle de la réforme des institutions, avec un référendum à l'automne, puisque le gouvernement de Matteo Renzi veut passer de 2 chambres, ce qu'on appelle le bicaméralisme parfait ou intégral, pour aller vers une chambre des députés qui aura un pouvoir prééminent et un Sénat qui sera réduit à un certain nombre de conseillers régionaux qui nommeront les sénateurs sans indemnité avec beaucoup moins de pouvoir. C'est une réforme très importante parce qu'elle rompt avec la tradition de la République italienne née il y a exactement 70 ans, ou plus exactement, c'était le 2 juin 1946 que les Italiens choisissaient majoritairement la République, la Constitution mettant 1 an et demi à se constituer. Puis il y a une autre réforme très importante qui est la réforme électorale, qui là aussi a suscité pas mal de controverses, qui vise à donner justement, pour éviter la situation de 2013, une majorité claire avec une prime de majorité dans un système proportionnel à 2 tours. Mais on pourrait rajouter aussi la réforme de l'école, qui là aussi a déchaîné les controverses et les polémiques, ou encore une loi à mon sens particulièrement importante et qui restera certainement dans l'histoire de la République italienne, qui est la reconnaissance des couples du même sexe, la loi sur les unions civiles, qui à mon sens est une réforme aussi importante pour l'Italie, pays où le Vatican est très présent, à celle de la réforme du divorce et notamment du référendum de 1974. Donc ça, c'est des éléments. Évidemment, pourquoi ces polémiques? Je prends qu'un seul exemple, c'est sur le Jobs Act, la réforme du marché du travail. Les économistes, dont je ne fais pas partie, ont des avis divergents. Tous reconnaissent qu'il y a eu des créations d'emplois. Certains attribuent cette création d'emplois à la réforme du travail. D'autres, au contraire, mettent en valeur le fait que c'est lié à la conjoncture économique beaucoup plus qu'à cette réforme. Quoi qu'il en soit, donc, on a eu une série de réformes importantes. Avec, de ce point de vue-là, un élément à bien comprendre, c'est que ces chantiers sont particulièrement ouverts, peut-être très rapidement, peut-être trop rapidement, et qu'en Italie, ils se heurtent à une question qu'on a parfois du mal à saisir en France, c'est que toutes ces réformes se heurtent très fréquemment à la résistance d'une administration publique particulièrement pléthorique et qui met beaucoup de bâtons dans les roues pour l'application des décrets des lois. On peut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses pour le moment qui ne sont pas ouvertes, comme chantier de réforme particulièrement important pour l'Italie. J'en citerai quelques-uns, la lutte contre l'évasion fiscale, la question méridionale, même si Matteo Renzi, depuis quelque temps, a cherché à s'y intéresser, la lutte contre la criminalité organisée, ou encore, on pourrait prendre cette question absolument cruciale, qui est celle de l'énorme retard, le retard abyssal en matière de recherche et de développement, ou en termes de développement de l'université. Mais le deuxième point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est y compris en écho à ce qu'a dit Massimo D'Alema tout à l'heure, c'est la méthode de gouvernement. Et la méthode, c'est-à-dire comment réforme-t-on une société? L'idée de Matteo Renzi, qu'on peut partager ou qu'on peut critiquer, elle me semble très claire. C'est d'abord d'affirmer une double rupture.
La première rupture, c'est la rupture avec la famille dont lui-même est originaire, c'est-à-dire la famille démocrate chrétienne, contre la culture de la médiation, c'est-à-dire de la discussion permanente pour essayer d'arriver à des compromis. Et d'autre part, une rupture avec une culture de la gauche italienne, celle du collectif et celle du parti. L'idée fondamentale, me semble-t-il, qu'il a en tête, c'est qu'on est aujourd'hui dans des démocraties de l'opinion, des démocraties du public, où le rôle du leader est fondamental. Et si le rôle du leader est fondamental, c'est le parti qui doit être l'instrument du pouvoir et de l'action du parti. Et c'est pour ça qu'un de mes collègues et amis italiens, Ilvo Diamanti, appelle le PD dorénavant PDR, le Partito di Renzi, hein, c'est-à-dire un parti particulièrement personnalisé autour du leader. L'autre idée, me semble-t-il, qu'il a, c'est qu'effectivement, il faut essayer de transformer le système politique. Il fait partie de ceux qui pensent, en Italie comme en Europe, que dorénavant, une forme de clivage gauche-droite traditionnel est dépassée, qu'il faut donc aller au-delà de ces frontières, mais ce qui ne veut pas dire que c'est le consensus, car il a des adversaires, pour ne pas dire des ennemis, d'abord au sein de son parti, même s'il a gagné les primaires qui le désignaient comme secrétaire du parti, il a une forte opposition, il a une critique sur sa gauche, à l'extérieur du Parti démocrate, qui conteste ses réformes, notamment la réforme du marché du travail, notamment la réforme de l'école, mais aussi une opposition du centre-droit, la Ligue du Nord, Forza Italia, et surtout, et je reviendrai dans un instant, le mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire le mouvement fondé par Beppe Grillo, dont je vous rappelle qu'il est actuellement dans les sondages à quasi-égalité du Parti démocrate. La troisième chose qui me semble caractériser l'action de Matteo Renzi, ici, peu importe les opinions, hein, moi j'essaye d'analyser, c'est qu'il considère, et là aussi ça fait écho à Massimo D'Alema, même si je sais qu'il ne partage pas le point de vue, la solution que donne Matteo Renzi, c'est qu'il considère qu'un des défis fondamentaux, c'est celui du populisme. Et par conséquent, je vais employer une expression parce qu'on a peu de temps, il faut jouer avec le populisme. Et il faut essayer de le driver en quelque sorte, de le canaliser, y compris en utilisant des méthodes qui sont des méthodes qui peuvent apparaître des méthodes de type populiste. Et par exemple, son idée, c'est précisément de s'adresser à l'opinion contre les organisations syndicales, mais aussi contre l'organisation patronale de la Confindustria. Dialoguer en permanence avec l'opinion, jouer de l'opinion pour essayer de faire passer ces réformes. Alors, évidemment, ça nous amène à une question pour terminer, Ania, parce que je sais qu'on a un temps limité. Évidemment, c'est de savoir où est-ce que l'on est, qu'est-ce que ça a comme, qu'est-ce que ça suscite, qu'est-ce que ça pose comme questionnement et comme problème. J'en vois 4 que j'énonce très rapidement. Jouer avec le populisme, c'est jouer avec le feu. On le voit très bien, me semble-t-il, sur la question européenne. Matteo Renzi a été très critique et est très critique sur l'Union européenne, y compris parfois avec des arguments entre guillemets de type populiste, mais en même temps, le gouvernement italien a fait un document sur l'Europe fédérale avec une série de propositions économiques qui d'ailleurs ont suscité un débat parmi les gouvernements, mais cette ambivalence, critique de l'Europe d'un côté et proposition fédéraliste pour l'Europe de l'autre, fait qu'il y a un certain brouillage du message de Matteo Renzi. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, à force de jouer sur l'opinion, on a de ce point de vue-là un très grand risque, c'est qu'on peut vaincre, mais c'est beaucoup plus difficile de convaincre sur le long terme. C'est la pédagogie de la réforme qui est ici en cause. Matteo Renzi cherche à passer en force, il y arrive parfois, il n'y arrive pas dans d'autres occasions, mais du coup, il se prive de tout le soutien des associations, des organisations syndicales, des différentes organisations non gouvernementales qui sont littéralement dépassées par son action qui s'adresse directement, entre guillemets, au peuple. J'avais dit 4 choses, mais j'en retiendrai qu'une troisième, c'est que c'est en jouant la carte du leader, et ça je crois que ça renvoie vraiment à une question qui est posée à tous les partis de gouvernement et en particulier à la gauche, c'est que le leader bien sûr peut être fort, et Matteo Renzi a été très fort au moment des élections européennes, je rappelle 40% des voix, c'est vrai qu'il est encore en tête des sondages de popularité, même si sa popularité personnelle baisse, mais il n'a pas beaucoup de rivales, mais c'est un leader du coup surexposé. Et dès qu'il perd, évidemment, son prestige est mis en cause et fait que son parti, qui lui-même est un parti affaibli aujourd'hui, il a perdu beaucoup d'inscrits, est un parti qui risque gros. Et on va le voir aux élections administratives, c'est-à-dire les élections municipales de la fin du mois de juin, et encore plus
au référendum sur le changement institutionnel, où carrément Matteo Renzi a dit, si ce référendum ne passe pas, je démissionnerai. Bref, cette expérience me semble une expérience intéressante, mais c'est une expérience en cours et donc qui suscite encore non seulement beaucoup de questionnements, mais aussi beaucoup de recherches. Merci. Merci beaucoup, Marc Lazare, pour le point très clair. Je pense qu'il donne beaucoup d'inspiration pour les débats pour Ernst Hillebrand. Tu as adressé la question de gagner et d'avoir la capacité d'introduire les réformes. Tu as parlé beaucoup sur la question des pédagogies des réformes et comment on peut en fait succéder avec la résistance. Maintenant, on va tourner des cas à l'italien où nous avons une partie, nous avons des problèmes, nous avons aussi les cas de succès. Sur la question des SPD, Ernst Hillebrand, qui est ancien directeur du bureau des FES ici, maintenant qu'il est directeur des FES à Rome. Mais je pense que les questions que nous voudrions te proposer, d'adresser, ce sont qu'est-ce qui se passe avec SPD? Il y avait le début qui était très bon. Il y avait le débat sur le salaire minimum. Il y avait les réformes, lesquelles on peut vraiment voir comme les réformes qui sont désirées par les social-démocrates. Mais maintenant, il y a plusieurs des articles qui sont contre SPD. Comme Massimo D'Alema a déjà dit, est-ce que le rôle de social-démocratie est d'être partenaire junior de conservatoire des autres forces en Europe? Et en fait, c'est ce que ça veut dire 2 ans avant des élections pour Bundestag. Avec ces questions très complexe et très facile, c'est à toi. Merci Anya, merci pour l'invitation de parler ici à cette rencontre vraiment extrêmement intéressante sur le sort du SPD allemand. Plutôt, je crois, une mauvaise nouvelle à remporter parce que le cas du SPD démontre d'une certaine manière que aussi l'exercice effectif et efficace du pouvoir politique n'empêche pas un parti d'avoir des problèmes électoraux. Et c'est ça qu'on peut constater en Allemagne d'une manière très très claire. L'SPD a été au pouvoir depuis 1998 avec une interruption de 4 ans. Et je crois qu'on a plutôt un bilan assez positif du gouvernement, mais néanmoins on a des problèmes électoraux assez massifs. Ça s'est démontré la dernière fois lors des élections régionales le 13 mars, où l'SPD avait même été dépassé par ce nouveau-né parti de droite populiste, l'AfD, dans 2 régions. Mais c'est un constat qu'on peut aussi dresser pour d'autres partis en Europe, du Nord surtout. L'exercice efficace du pouvoir ne protège pas contre des problèmes électoraux assez massifs. On l'a vu en Autriche récemment avec ces élections pour la présidence de la République. Mais si vous regardez par exemple les sondages pour les sociaux-démocrates en Suède, vous constatez qu'eux aussi sont dans une situation d'une baisse historique, malgré une exercice du pouvoir assez positif. Et ça, c'est vrai surtout, je crois, aussi pour les SPD. Le bilan gouvernemental du SPD est plutôt nickel, je dirais. Dans le premier gouvernement rouge-vert de Schröder-Fischer, ce parti a modernisé la société allemande, l'économie allemande et l'État allemand, ses systèmes sociaux d'une manière assez profonde, assez efficace. Lors de la participation au gouvernement dans la première grande coalition à laquelle a touché la gestion de la crise financière en 2008, elle a réagi de manière assez intelligente. On a supéré la crise financière d'une manière assez efficace. Ça ne s'est pas transformé dans une crise économique. Le niveau de chômage n'a pas trop augmenté. Donc c'était plutôt une gestion assez sociale et assez efficace de cette situation de crise. Et néanmoins, le résultat des élections de 2009 était catastrophique. Et le même constat s'applique
un peu au bilan de cette grande coalition actuelle, la GroKo 2 avec Merkel et Gabriel actuelle. Si vous regardez le bilan du gouvernement, de cette gouvernement de grande coalition, c'est assez social-démocrate dans ses résultats. On a introduit, ça vient d'être dit, on a introduit un salaire minimum. Le niveau de chômage est assez bas. On a soit 0,3% de chômeurs actuellement. C'est quand même, dans le contexte de la croissance faible de l'Europe, c'est énorme. On a une croissance économique réelle, on a un budget équilibré. On a introduit des quotas des femmes dans la direction des grandes entreprises. On a entamé une réforme de retraite, plutôt dans une direction plus sociale. On a fait augmenter les allocations familiales, c'est une longue liste. Hein. On a augmenté les bourses des étudiants, on a renforcé ce tournant énergétique, cette Energiewende écologique. On a introduit un cap pour les loyers dans les grandes agglomérations urbaines en Allemagne où il y avait un flambé des prix des terroirs et des loyers. Donc, tous des politiques vraiment efficacement social-démocrates et néanmoins on est dans un bas historique dans les sondages. Il y a même des sondages qui nous ont donné 19% au niveau national ces dernières semaines. Vraiment une situation extraordinaire si vous regardez l'histoire de ce parti. Donc, quelles que sont les conclusions, les leçons qu'on peut tirer de cette expérience d'exercice du pouvoir efficace, mais sur le plan politique, n'est pas trop fructueux? Je crois qu'ils sont deux leçons qu'on peut en tirer. D'abord, on a l'impression quand même que la social-démocratie ou les socialismes européens aujourd'hui, dans sa forme actuelle, n'adresse pas une partie des préoccupations et soucis des gens. Ils sont d'autres questions qui ne sont pas de caractère socio-économique, qui ne ressortent pas de la compétence de l'État social traditionnel, qui aujourd'hui prédomine dans la pensée politique de pas mal de gens. Ce sont des questions, des défis à caractère socioculturel, c'est l'insécurité culturelle, pour utiliser ce titre de ce livre de Laurent Bouvet ici en France, les questions identitaires dont on a parlé récemment dans son livre Gilles Finkelstein. Je crois que ce sont des questions qui ne sont pas appropriément adressées par la social-démocratie, qui expliquent les problèmes que ce mouvement a actuellement. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui va au-delà de la dimension de ce qu'un parti politique peut faire. J'ai de plus en plus l'impression que nous sommes face d'une rupture de l'alliance des classes qui était la base de la social-démocratie, cette alliance entre les milieux ouvriers, les couches populaires et les classes moyennes engagées, éclaircies, qui a été la base sociale du socialisme européen pendant 100 ans, plus ou moins. Et les systèmes de valeurs et moraux de ces deux groupes de la population se sont éloignés de plus en plus avec le développement social et culturel des derniers 25 ans. Et peut-être ils ont atteint actuellement un point de rupture où ce n'est plus possible pour un seul parti de faire le bridge entre ces deux mondes qui sont de plus en plus à part. Et si c'est comme ça, évidemment, ça pose un problème fondamental pour la stratégie politique, même pour la survie du socialisme traditionnel, comme on l'a connu dans le XXe siècle et XIXe siècle. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est, je pense, une question très intéressante parce que dans les deux paroles, on constate qu'il y a le programme qui est réalisé en fait. Il y a le bilan positif, mais en tout cas, les résultats et les doutes au niveau de l'électorat sont encore un petit peu plus grands que nous avons imaginé avant de prendre le pouvoir. Vous avez parlé de deux systèmes différents, une partie au pouvoir, les grandes coalitions, qui n'est pas tant grand quand nous avons l'habitude de ça. Autriche est un exemple différent. Et c'est pour ça que je voudrais demander à Christophe de prendre ça comme le point de départ, parce qu'il y a ces deux modèles, mais il y a le troisième modèle que nous avons en Portugal et probablement qui est considéré dans l'autre pays. Christophe Sant est politologue qui spécialise dans l'histoire de social-démocratie. Mais maintenant, je pense que c'est ce que nous voudrions écouter par rapport à toi,
toi, c'est qu'est-ce que tu penses en général des modèles? Est-ce qu'il y a le troisième modèle dans lequel on doit voir inspiration pour l'avenir? Merci Ania et merci à tous pour l'invitation et pour la présence. Mais comme Ania vient de le dire, on vient d'entendre deux excellentes présentations de deux des cas nationaux les plus emblématiques pour l'histoire et sans doute aussi pour l'avenir de la gauche du gouvernement. Alors je ne vais peut-être pas essayer de définir un troisième modèle, on en a déjà beaucoup des modèles, ni essayer de faire une synthèse athlétique de l'actualité nationale de tous les pays dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Je vais plutôt essayer de répondre à la question d'Ania en systématisant en 3 points ce que j'estime être les tendances lourdes de l'action des partis de gauche au sein des États européens. Et je vous propose de les dénommer et de les identifier de la façon suivante. La première de ces tendances me paraît être la conservation du paradigme mitterrandien. La deuxième, un redesign discret de la sécurité sociale. Et enfin, troisièmement, l'abandon, ou tout au moins la négligence, des revendications historiques relative à la démocratisation des lieux de travail. Alors commençons un peu par parler de cette conservation du paradigme mitterrandien. J'aime beaucoup cette terminologie, non seulement pour rappeler ici évidemment l'héritage de François Mitterrand, mais aussi pour souligner en quoi les politiques de convergence assumées par la gauche sont irréductibles au monétarisme. Le paradigme mitterrandien consiste en effet en une redéfinition, une véritable redéfinition du compromis social-démocrate qui comporte 3 dimensions. La première, c'est celle de l'acceptation pragmatique du caractère irréversible de la dynamique internationale de l'économie de marché. La seconde est importante et fait écho à ce qui vient d'être dit, parce qu'elle signifie aussi la renonciation au gain politique d'une posture de pure protestation ou de simple revendication. Et enfin, la troisième dimension de ce paradigme, c'est un pari quasi pascalien de la plausibilité d'une régulation post-nationale du capitalisme. C'est celle que Massimo D'Alema a évoquée et je pense que nous n'avons pas d'autre choix. Mais je n'irai pas plus loin dans cette définition aujourd'hui parce que je voudrais surtout souligner que pour notre avenir, la conservation de ces stratégies politiques autorise toujours de tabler sur des gains collectifs à moyen terme, mais qu'elle signifie aussi à court terme des coûts électoraux croissants. Et ces coûts prennent 2 formes. Tout d'abord, c'est ce que j'appellerais entre autres, enfin après d'autres plutôt, la pasokisation, le risque de pasokisation relative ou non de la gauche au gouvernement. Ce qui peut être consolant pour la social-démocratie, c'est que ce risque ne pèse pas uniquement sur les partis socialistes, sur la social-démocratie. Elle pèse également sur la démocratie chrétienne, c'est-à-dire en fait sur tous les partis qui osent la conjonction d'une promesse sociale et d'une promesse européenne. Il est très présent dans plusieurs pays, dans le mien, je viens de Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et en Irlande. Et ça, les sondages ou les élections nous l'enseignent régulièrement. La seconde forme de coût de cette pasokisation, c'est la nécessité croissante de recourir à des coalitions gouvernementales en raison de la fragmentation du paysage politique. La seule alternative à cette stratégie de coalition, c'est celle osée dans certains pays scandinaves, c'est-à-dire celle de gouvernements minoritaires. Ce sont des expériences de coalition qui se révèlent coûteuses pour les partis socialistes, s'ils n'en sont pas le partenaire dominant. Et ce sont des coalitions qui, jusqu'à présent, tiennent peut-être parce qu'elles sont formées avec des partis libéraux et démocrates chrétiens qui conservent le caractère historique de partis favorables à la construction européenne. Je pense que nous verrons à l'usage si d'autres formes d'alliances, avec notamment les partis de la gauche radicale, ou dite radicale, permettent de continuer à travailler à l'intérieur de ce que j'ai nommé le paradigme mitterrandien. Je vais consacrer maintenant quelques mots, dans le respect du timing, je louche sur la montre, à ce que j'ai appelé le redesign discret de la sécurité sociale. Il me semble important de le citer parce qu'il permet de démentir la thèse selon laquelle la gauche du gouvernement serait devenue la gestionnaire anonyme et complaisante du capitalisme européen. Ce redesign y comporte 2 aspects. Le premier, c'est le plus important et le plus discret. C'est celui de la mobilisation de toutes les ressources des finances publiques et de la technique budgétaire aussi, pour préserver les dispositifs de sécurité sociale. C'est important de le dire, malgré les progrès idéologiques de la représentation néolibérale de la société depuis 40 ans, aucun parti de la gauche au gouvernement n'a privatisé aucun des secteurs de la sécurité sociale. C'est tellement évident, cette caractéristique de notre action, qu'elle est oubliée, alors même qu'elle a contribué à éviter la transformation de la crise de 2008 en une crise économique et sociale autrement plus grave.
Il est un autre aspect de ce redesign de la sécurité sociale à laquelle la gauche du gouvernement se livre que j'aimerais évoquer brièvement. C'est celle d'une émancipation de la personne par rapport au travail. C'est-à-dire que, concrètement, depuis les années 90, la gauche du gouvernement s'est engagée dans la mise en place, en mobilisant une partie des ressources de la sécurité sociale, l'aménagement de la carrière au profit de la vie privée, sans une diminution proportionnelle de la protection sociale. Ce type de mesure est notamment recommandé au plan scientifique par des personnes comme Dahrendorf ou au sein de la 13e voie par Gaydens. En France, le compte personnel d'activité dont on débat actuellement s'inscrit dans cette filiation. Mais ce qui me semble remarquable, c'est bien que ces mesures soient très orthodoxes par rapport au credo socialiste historique, voire même par rapport à la critique de l'aliénation par le jeune Marx, la gauche ne paraît en tirer aucun gain électoral significatif. Comme j'ai un timing à respecter et sur lequel je louche de plus en plus, avant qu'Ania commence à me frapper, malgré la distance, je terminerai en évoquant brièvement la troisième tendance lourde de l'évolution des partis de la gauche gouvernementale, et je propose d'intituler ou d'identifier comme l'abandon ou la mise entre parenthèses de revendications relatives à la démocratisation des lieux de travail. Elle peut s'exprimer, s'expliquer en quelques mots. La prospérité des Trente Glorieuses a contribué à l'oubli par la gauche du gouvernement de la revendication de démocratie industrielle qu'on avait forgée avant 1945. Sans doute, la gauche du gouvernement a-t-elle été trop confiante dans l'avenir du Fordisme et s'est-on contenté du renfort fonctionnel offert par la concertation sociale pour assurer la redistribution. C'est ainsi qu'au début des années 80, alors que tendait à s'affirmer le capitalisme financier post-fordiste, les socialistes suédois n'ont pas écouté l'appel du service d'études de leur syndicat, qui invitait à renforcer la position des travailleurs dans les entreprises par la création de fonds d'investissement, donc de fonds financiers, alimentés en actions par les employeurs en guise de rémunération alternative à une augmentation de salaire. De même, au cours des années 90, les sociodémocrates sont restés relativement spectateurs lors du débat sur la corporate governance et manquaient l'occasion de défendre des principes de cogestion alternatifs aux dérives managériales. Et enfin, en 2008, une date beaucoup plus proche, le sauvetage par l'impôt des institutions de crédit et des entreprises qui en dépendent n'a pas été mis à profit pour installer une dynamique démocratique au sein de la sphère de travail. Alors peut-être qu'aujourd'hui, l'une des raisons, certainement pas la seule, du coût payé par la social-démocratie dans la crise de la représentation politique, cette raison, c'est peut-être s'être cantonné excessivement dans un seul théâtre des opérations, celui des parlements nationaux, celui du Parlement européen, et d'avoir négligé la problématique de la démocratisation des entreprises. Il est assez ironique que ce soit aujourd'hui un libéral américain comme Robert Reich, dans un ouvrage consacré explicitement au sauvetage du capitalisme, qui rappelle que l'entreprise n'est pas seulement le fait des détenteurs du capital, mais également des travailleurs. Il est aussi dramatique que des manifestants en France, aujourd'hui, s'indignent du loi, le décret travail, qui leur offre les moyens, peut-être insuffisants, mais bien réels, d'un renforcement de leur pouvoir au sein des entreprises. Mais ceci est votre débat, et je m'arrête là en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. Comme avant, nous avons vraiment juste 10 minutes à continuer avec ce débat très intéressant. Je pense que depuis le matin, nous avons parlé sur la légitimation et la responsabilité historique de la gauche. Maintenant, nous avons fait un petit bilan. C'est ce que nous avons comme la gauche au pouvoir. Mais je pense que c'est ce que nous n'avons pas touché beaucoup, c'est cette question de l'Europe. Et c'est la question de l'avenir qui sera naturellement adressée après nous avons fini cette ronde. Alors, c'est ce que je voudrais vous demander parce qu'il y avait déjà, nous avons parlé sur la question de pouvoir, que les changements sont toujours complexes et ça c'est très difficile de présenter les changements maintenant quand les gens n'ont pas de confiance que les changements sont quelque chose de bon. Ça c'est très difficile de faire des réformes. Alors nous avons déjà parlé sur la politique de pédagogie. Nous avons parlé sur la question de l'alliance de la société, quelle société de l'avenir, et c'est ce que ça veut dire dans les conditions d'avoir la majorité qui est en fait nécessaire pour gagner le pouvoir à faire des changements. Et troisième, nous avons
déjà adressé et touché sur la question du système et d'externalité des systèmes politiques. Alors, c'est ce que je voudrais vous demander à cette dernière ronde, c'est d'adresser probablement la question de la gauche et de l'Europe. Ça, c'était un petit peu d'introduction pour vous donner un petit peu de temps de vous préparer. Alors, qu'est-ce que c'est sa question de pouvoir, transformation, la vision qui est naturellement très longue et les gens qui demandent le changement maintenant? Marc Lazare. Et j'ai 2 minutes, même pas, 1 minute 30, parce qu'on a une horloge que vous ne voyez pas, et donc le temps est très limité. Moi, je ne vais pas répondre à ta question. Je vais vous faire une citation. Nous vivons dans un singulier et pathétique moment de l'histoire du monde où l'évolution économique fournit à la vérité de nos propositions des attestations sans cesse plus évidentes, des démonstrations sans cesse plus éclatantes, et où cependant, par une étrange contradiction, la puissance politique de notre socialisme fléchit et recule sous les assauts de nos ennemis. Et comme vous l'avez compris, c'est Léon Blum en 1931. Si je vous donne cette citation, c'est pour montrer que les dilemmes que rencontre la gauche aujourd'hui, bien évidemment, ont des aspects originaux, on en a souligné un certain nombre, mais que c'est une question assez récurrente qui est effectivement celui du rapport de l'exercice du pouvoir, et pas simplement de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire d'arriver au pouvoir, du type d'exercice du pouvoir, et notamment, je crois que ça a été beaucoup dit, de cette question de la conviction et de la pédagogie. Et ça me paraît quelque chose de tout à fait important dans la situation actuelle. Et de ce point de vue-là, pour l'Europe, et pour répondre directement à ta question, je crois qu'effectivement, c'est un des chantiers absolument considérables, parce que je regardais encore hier soir une série d'enquêtes Eurobaromètre. La plus grande méfiance à l'égard de l'Europe vient des catégories les plus populaires et les moins instruites. Dans tous les pays européens, il y a des variations selon les pays, mais en tout cas, par exemple, entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, je lisais cette enquête, qui est vraiment une excellente enquête. On le sait d'ailleurs, mais c'est confirmé par ces enquêtes. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai que ça signifie une immense bataille politique et culturelle. Massimo, tout à l'heure, parlait d'hégémonie culturelle. Oui, la gauche a perdu son hégémonie culturelle en Europe. Et par conséquent, de ce point de vue-là, il y a une énorme bataille à engager. Et je termine juste avec un point, c'est pas pour vous rassurer, j'ai pas l'habitude de faire de la démagogie, mais je voudrais quand même rappeler qu'on se centre sur les problèmes de la gauche. Mais les partis de droite sont aujourd'hui en très grande difficulté. Le centre droit italien autour de Berlusconi est quasiment mort. Le Parti populaire européen, peut-être grâce aux erreurs de Podemos, mais était dans une situation extraordinairement difficile. Le Parti conservateur britannique explose sur la question de l'Europe. Le Parti des Républicains en France est en train de se déchirer avec ses primaires. La CDU est dans une situation très difficile, même si Angela Merkel a un capital de popularité. C'est pas pour nous rassurer, mais c'est pour nous dire que ce qui est en cause, c'est la question des partis de gouvernement aujourd'hui dans l'Europe. Merci. Comme ça, nous revenons à notre débat ancienne. Alors, le pouvoir, le gouvernement. Nous avons parlé en novembre sur la question des gauches extrêmes ou de la compétition à l'autre côté. Maintenant, en Allemagne, nous avons eu des élections. Nous avons parlé maintenant des grandes coalitions. Mais je voudrais te demander, qu'est-ce que tu penses? En quatre, c'est ce que Marc Lazare a déjà éludé sur la question des batailles, sur la question de proposer l'alternative. Est-ce qu'on peut le faire encore? L'alternative dans quel sens? Moi, je constate la même chose comme Marc et comme tout le monde, dont tous les sondages nous indiquent que ceux qui sont les électeurs traditionnels de la social-démocratie sont les plus eurosceptiques parmi les groupes sociaux qui existent. Donc moi, franchement, je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème-là. Je crois que c'est un des dilemmes fondamentaux face auquel se trouve le socialisme européen, de ne pas être capable d'avoir une histoire convaincante, comment cette Europe peut remplacer dans ses fonctions de protecteur et d'espace de participation politique les États-nations traditionnels de l'Europe qui, quand même, d'un point de vue de la population normale, les citoyens ordinaires, lambda, ont fait la preuve. Ce sont quand même des États qui fonctionnent assez bien, qui donnent un niveau de vie qui est plutôt comparé avec le reste du monde assez élevé et assez confortable. Et nous, on propose de laisser ce modèle qui a très bien fonctionné pour le citoyen lambda par quelque chose d'inconnu.
où les gens ont l'instinct de penser que leur exercice de pouvoir sera beaucoup plus indirect et beaucoup plus médiatisé que dans le contexte du système politique national, et ils s'en méfient. Et comment nous, on peut convaincre les gens qui doivent faire cette saute-là? Je ne sais pas en réalité. C'est quelque chose que je laisse à Massimo D'Alema et des personnes qui sont là en première rang d'essayer cet exercice qui sera assez compliqué, je crois. Merci beaucoup, Ernst. Christophe. L'Europe, en moins de 2 minutes, il faut parler anglais pour donner une réponse. TNA, there is no alternative. Mais c'est clair qu'on va traverser une tempête et qu'on va perdre des batailles. Sur la façon de mener les batailles, les experts sont dans les premières loges. Nous, on n'est que des spectateurs. Peut-être qu'une des clés de nos campagnes sera de ne pas parler directement d'Europe. Vu effectivement l'état des sondages, on est mort si on essaye une pédagogie de l'Europe à court terme. Par contre, on peut parler des politiques dans lesquelles on excelle et dont le succès est conditionné par la réussite de la construction européenne. Mais mettons-la entre parenthèses dans le discours. Ça peut être une tentative. Merci bien. J'ai précisément 1 seconde pour fermer. Alors, c'est ce que je voudrais dire. C'était une session très excellente parce qu'en fait, nous avons réussi de prendre les débats du passé entre les 4 d'aujourd'hui et de faire un bilan qui est un bilan très positif. Et moi, je suis fière qu'on peut être positif des changements que nous avons proposés. Il y a des difficultés, mais il y a toujours les difficultés parce que c'est la bataille des démocraties. Je pense que c'est ce que nous avons appris, que le contexte politique est totalement changé. Et nous devons avoir la nouvelle méthode de penser sur l'avenir de la social-démocratie, l'avenir des partis traditionnels et l'avenir des systèmes politiques, lesquels nous avons connus, mais maintenant échangé très rapidement et très profondément. Deuxièmement, je pense qu'avant et maintenant, nous avons parlé beaucoup sur les questions des difficultés de distribution, des inégalités n'a pas apparu, mais évidemment, pour la construire, la majorité électorale, on doit résoudre cette question. Et troisièmement, c'est la question de confiance. Alors, vous avez touché la question des responsabilités au pouvoir, mais nous avons un petit peu parlé sur la question de connexion entre l'électorat et gauche au pouvoir. Parce que comme nous savons, nous sommes toujours en opposition, le mouvement très critique, en opposition contre toutes les choses qui ne sont pas justes. Mais à l'autre côté, pour être au pouvoir et donner la construction positive, c'est toujours plus complexe parce que oui est complexe, non un petit peu plus simple. Et avec cette notion, je voudrais vous remercier parce que ça a été très excitant et je voudrais passer la parole à Gilles Filkenstein qui va faire la synthèse.